هذا عندك لي بارتيسيبون. نديركم يسمعوا فيني واحد تليفون ديال البصمه. Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui nous allons faire deux cours ensemble, les diurétiques et le rhumatisme articulaire aigu. Alors vous pourrez poser des questions bien sûr à la fin de la présentation de préférence. Voilà. Donc on va commencer. Alors pour limiter les 40 minutes, pour le chrono. Non, il faut commencer. Non, moi j'ai pas de téléphone, j'ai pas de montre en fait. Non, il y a 40 minutes. Ah, 40 minutes, ça fait quoi? Ok. Et on peut enlever cette fenêtre? Oui, mais vous voulez me dire sur l'ambiance, il répondait de quoi il fait. Alors, est-ce que tout le monde entend? Est-ce que ça se passe bien? Veuillez me répondre, s'il vous plaît. Voilà, écrivez-moi vos réponses. Est-ce que tout le monde entend bien? Est-ce qu'on peut commencer? Pour aller au deuxième cours, ok. Pour passer les diapos. Ok, merci.
Donc, puisque tout le monde est là, tout le monde entend bien, nous allons faire donc aujourd'hui les diurétiques, pour commencer, qui est un cours de thérapeutique très important dans votre module de cardiologie parce que c'est une famille de médicaments qui est très très largement prescrite. Ce sont des médicaments très largement utilisés, que ce soit en médecine générale, en cardiologie ou dans notre spécialité. Alors, à la fin du cours, il y a des objectifs. Il faut que vous puissiez, à la fin du cours, définir les mécanismes d'action d'un diurétique, proposer une classification aux diurétiques, connaître leurs principaux effets secondaires et les modalités de la surveillance. Alors, quand on parle d'effets secondaires, c'est pas pour rien, c'est parce que les diurétiques sont des médicaments très efficaces. Ils sont très largement utilisés, comme on avait dit, mais ils exposent beaucoup aux effets secondaires. C'est ce qu'on appelle ici la iatrogénie. Alors, c'est quoi la iatrogénie? C'est un ensemble d'effets secondaires qu'un médicament va entraîner chez un sujet donné. Et en général, ces effets secondaires-là disparaissent à l'arrêt du traitement. Ils sont très fréquents avec les diurétiques, surtout chez les sujets âgés. Regardez, il y a beaucoup d'alertes dans les documents de thérapeutique. Attention. Oui. Midi. Merci. Et donc, je disais, ils exposent à beaucoup d'effets secondaires. C'est pour ça qu'il faut être très attentif. Il faut faire attention quand on les prescrit. Qu'est-ce qu'un diurétique? Déjà, dans le mot diurétique, il y a diurèse. Diurèse, ça veut dire un médicament qui va augmenter le volume des urines, tout simplement. Quand on dit diurétique, premier point très important que vous devez noter, tous les diurétiques sont en même temps des natriurétiques. Ça veut dire quoi? Natriurèse, c'est quoi? C'est la concentration de sodium dans les urines. Ça veut dire qu'en même temps qu'ils vont faire perdre du volume, ils vont faire perdre aussi du sodium. Donc, ils vont exposer aux hyponatrémies. C'est quoi hyponatrémie? C'est diminution de la concentration de sodium au niveau du sang. Donc, c'est le NaCl, le fameux chlorure de sodium. Premier point donc très important, je répète, tous les diurétiques sont en même temps des natriurétiques, autrement dit des hyponatrémiants. Si on veut regarder les classifications, on a trois façons de faire. La plus simple, c'est quand on veut les classer par rapport à leur site d'action sur le néphron. On va dire que c'est une classification qui est purement anatomique. La deuxième classification, elle est plus hémodynamique et elle va être axée sur l'efficacité diurétique. Troisième classification par rapport à la kaliémie. Alors, pourquoi la kaliémie? D'abord, c'est quoi la kaliémie? C'est la teneur, la concentration en potassium, le KCl, le chlorure de potassium. Pourquoi on s'intéresse tellement au potassium? Là, je vais vous renvoyer un peu au potentiel d'action d'une cellule cardiaque, active ou automatique d'ailleurs. Le potassium, il est important. Pourquoi? Parce que c'est le principal ion de la repolarisation. Autrement dit, s'il n'y a pas de potassium ou s'il n'y a pas assez de potassium, la cellule va rester longtemps dépolarisée. Elle ne va pas retrouver son potentiel de repos et ça va exposer aux arythmies, notamment les arythmies ventriculaires graves. Est-ce que les diapositives sont claires ou pas? Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous voyez les diapositives? Oui, là je vois des oui partout, donc je ne sais pas. Oui, enfin. Donc là, c'est maintenant que c'est clair. Ah, c'est bon? Ok. Donc, je vous repasse quand même du coup les autres diapos. Bon, ce qu'on disait en fait, c'est ça. C'est qu'un diurétique, c'est un médicament qui va augmenter le volume des urines et qui va en même temps être natriurétique, c'est-à-dire qu'il va faire perdre du sodium et de l'eau. Donc, il est hypovolémiant
et il est hyponatrémiant. Donc, si on perd du sodium, ça va exposer aux hyponatrémies, la diminution de la teneur en NaCl. Maintenant, si on veut classer ces diurétiques, si on veut les différencier, donc là, on a vu leurs points communs, donc hypovolémiant, hyponatrémiant. Qu'est-ce qui les différencie maintenant? D'abord, leur site d'action. Donc, ils vont agir sur des lieux différents sur le néphron. Deuxièmement, leur efficacité diurétique. Et troisièmement, leur effet sur la kaliémie. Donc, ils ne vont pas tous agir de la même façon sur la kaliémie. Il y en a qui vont être hypokaliémiants, il y en a qui vont être hyperkaliémiants, il y en a qui vont être neutres, ça veut dire qu'ils ne vont pas exposer à des modifications importantes de la kaliémie. Tout à l'heure, je disais pourquoi la kaliémie? Parce que c'est le principal ion de la repolarisation. Et qui dit repolarisation dit cellule donc automatique ou cellule nocitaire qui va retrouver son potentiel de repos et qui va être à nouveau excitable. Alors, petit rappel de physiologie rapide vite fait. Là, vous avez donc l'unité fonctionnelle du rein, le fameux néphron, avec ici le tube contourné proximal, l'anse de Henle avec ses deux branches, la branche qui descend, la branche ascendante qui est plus large ici, le tube contourné distal et le tube collecteur. Il faut savoir que la réabsorption d'eau et de sodium, elle se fait de façon bien sûr physiologique à ces différents niveaux, sauf qu'elle est plus importante en proximité. Ça veut dire que plus on s'éloigne vers le tube collecteur, plus la réabsorption d'eau et de sodium diminue. Donc elle est plus importante ici, sur le tube proximal, par rapport au tube collecteur, par exemple. Alors, concernant la branche de Henle ou l'anse de Henle, seule la branche ascendante ici, qui est plus large, est perméable à l'eau et au sodium. Donc, un diurétique de l'anse va agir exclusivement sur cette branche ascendante. Ici, plus en distalité, nous allons avoir les effets de, je ne sais pas si vous connaissez, hein, bien sûr, l'antidiurétique hormone et l'aldostérone qui vont agir ici. Voilà, première classification. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que la première classification était basée sur le site d'action. Donc là, nous avons différentes classes de diurétiques selon le site d'action. Alors, il y a les osmotiques, il y a les diurétiques thiazidiques, les diurétiques de l'anse et les diurétiques d'épargne potassique. Les diurétiques osmotiques agissent ici, sur le tube contourné proximal. Les diurétiques de l'anse agissent sur la branche de Henle, l'anse de Henle. Les diurétiques thiazidiques, ici, sur le tube contourné distal, et les diurétiques d'épargne potassique agissent plus loin sur le tube collecteur. Alors, cette classification-là, elle est purement anatomique, donc il n'y a pas encore, on ne sait pas qui fait mieux par rapport aux diurétiques, mais on sait seulement qu'il y a 4 classes différentes par rapport à leur site d'action. J'ouvre une parenthèse ici par rapport aux diurétiques osmotiques. Alors, c'était, il y a quelques années, une grande famille qu'on prescrivait beaucoup, notamment en cardiologie, mais depuis les années 2000, ils ont été retirés du marché. Ils ont perdu ce qu'on appelle l'AMM. L'AMM, c'est quoi? C'est l'autorisation de mise sur le marché. Donc, aujourd'hui, on ne prescrit plus de diurétiques osmotiques en pratique cardiologique. Pourquoi? Parce qu'ils exposent à beaucoup d'effets secondaires. Et les effets secondaires sont plus importants que le bénéfice. Donc, il y a plus de risques à les prescrire par rapport aux bénéfices qu'on peut en tirer. En gros, ce qu'on va faire ensemble, c'est les diurétiques de l'anse, c'est les diurétiques thiazidiques et c'est les diurétiques d'épargne potassique. Alors, toujours dans le rappel physiologique, tout ça, on va l'apprendre, la réabsorption d'eau et de sodium elle est plus importante en proximité. Regardez, dans le tube finalement collecteur, seul 1 à 2,5 de sodium est réabsorbé. Autrement dit, les diurétiques qui agissent en proximité, ici, ils vont bloquer la réabsorption d'eau et de sel, eh bien, ils vont être plus actifs que